Ça va être tellement un joie de voir ce bébé-là dans les bras de les papas. Donc, c'est autant du bonheur pour moi pour voir ça que leur donner un enfant pour eux, pour être une famille. Moi, je propose, c'est de décriminaliser la question de sperme, d'ovules et de mère porteuse, parce que ça, c'est le seul organe humain ou le seul matériel humain qui est criminalisé au Canada. La question n'est pas simple. Dans quelle mesure veut-on reconnaître l'agentivité de ces femmes-là, leur capacité décisionnelle? Mais en même temps, on se dit, oui, oh, c'est peut-être risqué. Est-ce qu'il y a de l'exploitation? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Vous venez d'entendre un court extrait d'un reportage qui sera présenté ce soir au Téléjournal, mené par ma collègue Madeleine Blais-Morin. La question est la suivante. Le Canada devrait-il permettre la rémunération des mères porteuses? Cette enquête de Radio-Canada nous fait découvrir ce monde de Canadiennes qui offrent littéralement leur corps pour permettre à d'autres d'avoir des enfants. Y a-t-il un droit à avoir des enfants? Qu'en est-il? Cette enquête relance le débat sur la rétribution des mères porteuses, une pratique qui est criminelle au pays. Devrait-on changer la loi? Les mères porteuses devraient-elles pouvoir recevoir de l'argent pour leur service? Nous y reviendrons dans quelques instants avec mes invités, mais tout d'abord, je joins Madeleine Blais-Morin à Ottawa. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir. Alors, vous avez eu un accès assez rare, exclusif en fait, à une retraite de mère porteuse en Ontario. Oui, exclusif. Je vous dirais qu'avant de commencer à préparer ce reportage, j'ignorais même que ce genre de retraite-là existait, mais c'est annoncé sur Internet. Et celle qui a été organisée justement près de Peterborough, en Ontario, a été organisée par l'agence qui s'appelle Canadian Fertility Consulting, qui se décrit comme la plus grande agence en mère de substitution. Elle a dans son programme plus de 500 mères porteuses au Canada. Puis ces retraites-là permettent aux femmes d'échanger, notamment sur leur peur, mais permettent aussi ça permet à l'agence de les remercier pour ce qu'elles font. C'est ce que la directrice et la directrice générale de l'agence nous dit. Mais elle nous dit aussi que ces femmes-là ne sont pas victimes d'exploitation, qu'elles ont fait leur devoir, qu'elles savent dans quoi elles se lancent. Les femmes à qui on a parlé disent ce qu'elles recherchent, c'est vraiment le bonheur qu'elles peuvent procurer à des couples, soit des couples gays ou des couples infertiles, et qu'elles ne le font pas pour des raisons financières, surtout qu'en ce moment, la loi l'interdit. Mais si les règles changeaient, si la rétribution des mères porteuses était permise, le portrait pourrait en partie changer. On a entendu Stéphanie Aubry, une mère porteuse, elle croit qu'il pourrait y avoir davantage de mères porteuses intéressées, mais ça ne l'inquiète pas pour autant. On peut d'ailleurs l'écouter. C'est sûr que si ça change, il va y avoir plus de femmes qui vont vouloir faire ça pour l'argent, mais il va y avoir quand même des femmes qui vont faire ça juste pour, tu sais, raisonnable remboursement pour mes frais, puis je suis correcte. Puis si la femme a fait ça pour simplement de l'argent, c'est correct aussi. Si elle passe tous ses tests, elle suit tous ses règlements de son contrat, elle fait tous ses rendez-vous, elle mange bien. À la fin de la journée, elle va avoir un bébé en santé. Et Madeleine, tous les experts n'ont pas la même opinion. Non, on entendait justement Louise Langevin, qui est professeure à l'Université Laval, professeure de droit. Elle note qu'il n'y a pas d'études socio-économiques sur le portrait de ces femmes mères porteuses. Et elle se pose la question, est-ce qu'elles jouissent véritablement d'une liberté réelle si elles deviennent mères porteuses en raison de contraintes financière. On a aussi interviewé Céline Lafontaine, qui est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal, qui, elle, est beaucoup plus catégorique. Elle dénonce une logique industrielle et commerciale qui, selon elle, irait encore beaucoup plus loin si le projet de loi d'Anthony Housefather était adopté. On peut l'écouter. Jusqu'où on va techniciser les naissances, jusqu'où on va les instrumentaliser, c'est rien de moins qu'une industrialisation. Et dans n'importe quelle industrie, il y a des gens qui peuvent trouver leur compte. Et M. Housefather, ce député libéral, veut déposer un projet de loi dit privé, mais les chances pour lui que le projet sera déposé rapidement sont-elles minces ou pas?
Ça dépend, en fait. Là, il y a vraiment une procédure à la Chambre des communes qui fait en sorte qu'il n'est pas nécessairement sur la liste de priorités en ce moment, mais quelqu'un d'autre pourrait parrainer son projet de loi. Mais encore faut-il ensuite qu'il soit adopté. Et là, c'est moins sûr. Hein. Il y a des députés libéraux qui sont en faveur, une majorité selon Anthony Housefather. Mais est-ce que ce projet de loi va voir le jour d'ici les prochaines élections? J'avoue que pour le moment, c'est difficile de prévoir. Merci beaucoup, Madeleine Blais-Morin. Alors, on voit vos reportages au Téléjournal sur RDI à 21h et à Radio-Canada à 22h. Merci beaucoup, Madeleine. Merci. Alors, je poursuis la réflexion, le débat, c'est selon le point de vue. Diane Guilbeault est présidente du Mouvement pour les droits des femmes et Alain Roy, professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et en 2015, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, Alain Roy, vous avez présenté un rapport sur le droit de la famille à la demande du gouvernement et il recommandait entre autres qu'on précise ce genre de situation et le rapport est toujours sur la tablette. On en parlait la semaine dernière. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, peut-être, je vais commencer quand même avec la dimension juridique. On parle du caractère criminel de la rétribution. Ça, c'est pour Ottawa. Il y a Québec aussi qui a un rôle à jouer. Il y a un code civil qui dit quelque chose très succinctement. Ouais. Qu'est-ce qui est permis ou pas ici au Canada? Surtout quand vous entendez que 500 mères qui participent à une agence et qui favorise la gestation pour autrui. Oui. En fait, ce que le Code civil dit, c'est que les ententes de mères porteuses sont nulles de nullité absolue. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en obtenir l'exécution forcée devant un tribunal. Donc, si, après l'accouchement, la mère porteuse ne veut pas remettre l'enfant, le couple d'intention ne peut pas s'adresser au tribunal et vice-versa, c'est-à-dire si les parents d'intention ne veulent pas l'enfant, la mère porteuse ne peut pas les forcer à prendre l'enfant. C'est la première conséquence de la nullité absolue. La deuxième, c'est que la filiation de l'enfant va être établie en fonction des règles normales, c'est-à-dire des règles qui régissent la filiation dite par le sang. C'est la mère porteuse qui sera la mère. Et par la suite, s'il y a un homme dans le couple d'intention, lui pourra signer la déclaration de naissance et devenir père de l'enfant. Et après coup, si tout le monde est d'accord pour que l'enfant puisse être transféré au couple et de façon plus précise à la conjointe du père. Ou au conjoint, parce qu'il y a des Ou au conjoint, effectivement. Il y a un consentement à l'adoption qui pourrait être donné par la mère porteuse en faveur de la mère d'intention. On peut peut-être y revenir, mais là-dessus, les tribunaux au Québec ont un peu de misère avec ça. Hein? Oui, mais ça s'est clarifié. Ces derniers temps, on a vraiment tracé cette voie-là qui permet finalement de parachever le contrat de mère porteuse. Et la criminalisation, il n'y a pas eu beaucoup de poursuites au Canada? Il y en a eu une contre une agence. Ça se demandait si le gouvernement fédéral croit vraiment à sa loi et à l'interdiction de rétribution. Tout le monde sait qu'il y a des contrats de mère porteuse qui se font à titre onéreux, mais comme par hasard, il n'y a pas de poursuite. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, d'autant qu'il y a un règlement qui devait être adopté pour baliser la compensation que la mère porteuse peut recevoir. La loi date de 2004, le règlement n'a jamais été adopté. Ce qui entraîne une confusion ou un certain flou entre ce qui est une rémunération et ce qui est une simple compensation. Est-ce que, Diane Guilbeault, ce reportage confirme pour vous, dans votre esprit, parce que vous êtes contre toute forme d'industrialisation, en fait, de commercialisation du monde de la femme, qu'il y a bel et bien au Canada en ce moment une forme d'industrie? Oh, absolument. Il y a une industrie qui est en grand essor. Le gouvernement fédéral n'en fait pas de cachette non plus. À l'automne dernier, il a fait une consultation auprès de l'industrie, c'est comme ça que ça s'appelait, consultation auprès de l'industrie, où on parlait, entre autres, de la traçabilité des produits. Et ça comprend tout ce qui va amener à avoir un bébé au bout d'un contrat. Les ovules, exactement. Donc, on est vraiment dans l'industrialisation et c'est la conséquence logique de partir de l'autorisation, de la légalisation de la pratique. Parce qu'à partir du moment où on permet la pratique du recours aux mères porteuses, et c'est sûr qu'il va manquer de mères porteuses parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont accepter de porter un enfant pour quelqu'un d'autre comme ça. Alors donc, pour alimenter et soutenir ce marché que l'industrie développe et nourrit, alors on passe à la rémunération et là, on demande à un député de faire le petit bout de chemin pour permettre légaliser la commercialisation totale sans entrave et faciliter le développement d'une industrie qu'on considère comme étant avantageuse pour le Canada. Et ça, sans parler du tourisme de procréation en Inde ou ailleurs. Et on connaît les conditions dans lesquelles ce tourisme-là se déroule. Là. C'est des couvoirs, ni plus ni moins, dans lesquels les mères porteuses interviennent ou sont recueillis pendant 9 mois. Et ce qui est particulièrement troublant dans cette idée de rémunération, c'est le rapport de servitude qui se crée entre la mère porteuse et le couple d'intention. Et quand on parle de libre choix, parce que c'est un argument que M. Housefather a dévoilé, ils ont la liberté, la libre disposition de leur corps, alors pourquoi est-ce qu'on les empêcherait de porter moyennant rémunération? Si
je paye une mère porteuse 100 000 $, j'aurai certainement des attentes légitimes quant à son comportement pendant la grossesse. Et d'ailleurs, la mère porteuse que vous avez interviewée, que Mme Blais-Morin a interviewée, le disait, si elle se nourrit bien, bien justement, si elle se nourrit pas bien. Alors moi, j'aurai certainement des attentes pour lui dire non, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu manges convenablement, tu ne sors pas s'il y a du verglas. Et l'ultime conséquence en matière d'interruption de grossesse, si la mère porteuse me dit, bah, je veux exercer mon droit fondamental de mettre fin à ma grossesse. De changer au bout de 2 mois, 3 mois. Voilà, et je lui ai versé 100 000 $, je vais m'attendre à ce qu'on me rembourse mon 100 000 $. Et si elle ne peut pas me le rembourser, bien, sa décision ne sera pas libre. Elle va poursuivre sa grossesse avec cette épée de Damoclès qui vient tout contaminer, finalement. La rémunération vient créer ce rapport de servitude et de dépendance. Vous soulevez un point aussi, Diane Guilbeault, suite à l'intervention d'Alain Roy, c'est que le gouvernement fédéral ne semble pas beaucoup croire à sa loi. La décriminalisation est soulevée par le député, mais c'est à se demander si c'est utile ou pas, ce projet de loi-là, parce que dans les faits, c'est comme s'il n'y avait pas de criminalisation du comportement. Il n'y en a pas. De toute façon, même le gouvernement fait de la promotion du tourisme procréatif via ses ambassades. On peut trouver, par exemple, sur le site web de l'ambassade du Canada au Mexique, une liste d'avocats qui vont nous faciliter l'accès à des mères porteuses qu'on pourra payer. Vrai? Absolument. Ah oui. Alors, on a des photos ici. Alors, écoutez, non, c'est vraiment, c'est très troublant de voir l'attitude du Canada dans ce dossier-là. Et évidemment, c'est évident que le gouvernement ne croit pas à sa loi, mais pour le moment, c'est une Donc, vous êtes contre la décriminalisation? On est contre le recours parce que le recours amène automatiquement. C'est la conséquence, c'est la suite logique de la légalisation de la pratique, même si c'est non onéreux ou que la mère dit qu'elle le fait pour autrui. Une sœur fait ça une femme fait ça pour sa sœur. Bon, ça, c'est très rare. Il n'y aurait pas d'industrie si c'était ça la situation. Ce n'est pas ça la situation. C'est un marché mondial. C'est une industrie mondiale avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut être contre ça, finalement? Est-ce qu'il faut agir dans le fond? Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de pays qui l'ont interdit carrément. Il y a des organisations qui luttent pour l'abolition universelle, parce que ça ne peut pas être localement que ces décisions se font. C'est un marché international. Alors, donc, il faut que ce soit des décisions internationales. Et il y a plusieurs pays, notamment en Europe, qui interdisent la pratique. Alors là, il y a des regroupements. Ils viennent ici, les Français viennent ici. Bien, on en a vu, justement, il y a un cas qui a été confié comme ça à l'adoption parce qu'on a vu que c'était vraiment un trafic d'enfants. Mais pour lutter contre une pratique internationale, il faut des lois internationales. L'équivalent de la Convention de la Haye pour l'adoption, bien, en fait, il faudrait avoir l'équivalent pour empêcher le recours aux mères porteuses. Et vous, vous avez une approche un peu différente de celle de Mme Guilbeault, laquelle... Oui. En fait, moi, je suis contre la rémunération de la mère porteuse pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et même que je pense que le gouvernement fédéral, s'il croyait vraiment à sa loi, la rendrait extraterritoriale pour faire en sorte qu'on puisse l'appliquer à des couples d'ici qui s'en vont en Inde. Okay. Alors là, on se retranche derrière le caractère national de la loi pour dire on n'a pas de prise sur ces couples-là et on ne peut pas leur appliquer les sanctions. Donc, si le on Québec croit pourrait vraiment, faire ça. pas le Québec, mais le fédéral. Le fédéral, OK. Cela dit, si c'est fait à titre gratuit, si c'est altruiste, et les recherches tendent à démontrer qu'il y a effectivement des femmes qui le font dans le but d'aider un couple infertile, moi, je me soucie de l'enfant qui va naître de la mère porteuse. Cet enfant n'est pas responsable des circonstances de sa naissance et si on ne veut pas revenir à l'époque des enfants illégitimes ou naturels, on ne peut pas le priver du droit à la filiation qu'il peut légitimement revendiquer avec les parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui ont nourri ce désir d'enfant et ceux qui sont partis au projet parental. Parce qu'autrement, on va en faire quoi de cet enfant-là? On va le mettre en adoption et il va pouvoir être adopté par... Mais dans quelles circonstances ça arrive? Vous avez dit tout à l'heure qu'au Québec, c'était assez réglé, le processus d'adoption pour ces enfants-là, pour le transfert d'une la mère en fait, le comité consultatif sur le droit de la famille que j'ai présidé de 2013 à 2015 propose qu'on puisse établir un cadre juridique clair, spécifique aux mères porteuses, de la même manière qu'on en retrouve dans d'autres pays et dans les provinces canadiennes. Alors, si toutes les parties sont toujours d'accord après l'accouchement pour que l'enfant puisse être transféré aux parents d'intention, alors sur la déclaration de naissance, on pourrait avoir les 3 signatures et l'acte de naissance de l'enfant pourrait être émis au nom des parents d'intention, plutôt que de passer par l'adoption, qui est une procédure pleine de trous, qui ne convient pas parce qu'elle n'est pas spécifiquement pensée en fonction de ce scénario. Alors, il y a moyen d'en venir à établir la filiation de cet enfant
avec les personnes qui l'ont désiré et qui, dans les faits, vont le prendre en charge. Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord parce qu'à partir du moment où les tribunaux avalisent une pratique qui s'est faite illégalement, on encourage la poursuite. Alors nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des signaux clairs qui soient donnés et puis que le tribunal, il y a eu une juge qui, en première instance, avait décrété effectivement que l'enfant ne devait pas être remis à un des parents d'intention. Mais la Cour d'appel a renversé ce jugement. Mais nous, on pense que des enfants qui ont été conçus... Adopté, oui. Non, il a été pris par les parents d'intention, les parents commanditaires que nous, on appelle. Alors, nous, on pense qu'il faut interdire vraiment la pratique totalement, décourager la prise... de mettre devant le juge, devant un fait accompli, c'est-à-dire un enfant. Et l'enfant qui a été conçu peut être confié à l'adoption. Parce qu'actuellement, on dit le parent d'intention, souvent c'est le père, il a un lien génétique. Mais en 1989, quand Jean-Guy Tremblay réclamait des droits sur l'enfant que portait Chantal Daigle, le juge a bien décrété que le père n'avait pas le géniteur n'avait pas, c'était pas sacré son droit à l'enfant. Et on pense, on parlait du droit à l'avortement. Oui, mais il est né, l'enfant, là. La différence, c'est que mais l'enfant est né, et Oui. l'enfant, il a le droit à des parents, parce que c'est ça l'adoption. L'adoption, c'est le droit de l'enfant d'avoir des parents, et non pas que les parents avoir un enfant. C'est très différent. Vous dites plutôt avoir des parents, l'intention devrait confirmer la reconnaissance génétique de cet enfant-là, cette filiation biologique-là. Parce qu'autrement, on se trouve à se servir de l'enfant pour sanctionner les parents d'intention. On leur dit, vous avez agi de façon immorale, et pour vous punir, on va vous retirer cet enfant-là et on va le confier à n'importe qui d'autre qu'à vous. Alors que souvent, l'enfant a le bagage génétique de ces personnes-là. Oui, puis il veut savoir d'où il vient. Oui, il y a le droit à la connaissance des origines qu'on ne peut pas perdre de vue. En terminant, vide juridique ou pas en ce moment, selon vous, confusion juridique et vous, ça n'a pas bougé à Québec? À deux niveaux. À Québec, il y a un gros problème, il y a un flou, on a un mécanisme qui n'est pas adapté. Et au fédéral, le flou, c'est quant à la rétribution versus la compensation. On est dans le flou total et intégral. Et le non-respect de la loi fédérale qui existe déjà, ça aide pas du tout à faire avancer le dossier. Irresponsabilité gouvernementale, autant à Ottawa qu'à Québec. Merci Diane Guilbeault, merci Alain Roy. Merci. Alors, j'imagine que ce reportage que vous pouvez voir au Téléjournal ce soir de ma collègue Madeleine Desmorin sur la gestation pour autrui et le fait que ce reportage lève le voile sur un monde qu'on ne connaît pas vraiment, sur cette industrie. Alors, à voir au Téléjournal. Merci tous les deux. Merci à vous.